Jean-Paul Sartre, Le mur. On nous poussa dans une grande salle blanche, et mes yeux se mirent à cligner parce que la lumière leur faisait mal. Ensuite, je vis une table et 4 types derrière la table, des civils, qui regardaient des papiers. On avait massé les autres prisonniers dans le fond, et il nous fallut traverser toute la pièce pour les rejoindre. Il y en avait plusieurs que je connaissais, et d'autres qui devaient être étrangers. Les 2 qui étaient devant moi étaient blonds, avec des crânes ronds. Ils se ressemblaient. Des Français, j'imagine. Le plus petit remontait tout le temps son pantalon. C'était nerveux. Ça dura près de 3 heures. J'étais abruti et j'avais la tête vide, mais la pièce était bien chauffée et je trouvais ça plutôt agréable. Depuis 24 heures, nous n'avions pas cessé de grelotter. Les gardiens amenaient les prisonniers l'un après l'autre devant la table. Les 4 types leur demandaient alors leur nom et leur profession. La plupart du temps, ils n'allaient pas plus loin, ou bien alors ils posaient une question par-ci, par-là. « As-tu pris part au sabotage des munitions ?» Ou bien « Où étais-tu le matin du 9 et que faisais-tu » Ils n'écoutaient pas les réponses, ou du moins ils n'en avaient pas l'air. Ils se taisaient un moment et regardaient droit devant eux, puis ils se mettaient à écrire. Ils demandèrent à Tom s'il était vrai qu'il servait dans la brigade internationale. Tom ne pouvait pas dire le contraire à cause des papiers qu'on avait trouvés dans sa veste. À Juan, ils ne demandaient rien, mais après qu'il eut dit son nom, ils écrivirent longtemps. « C'est mon frère José qui est anarchiste, » dit Juan. « Vous savez bien qu'il n'est plus ici. Moi, je ne suis d'aucun parti, je n'ai jamais fait de politique. » Ils ne répondirent pas. Juan dit encore « Je n'ai rien fait, je ne veux pas payer pour les autres. » Ses lèvres tremblaient. Un gardien le fit taire et l'emmena. C'était mon tour. « Vous vous appelez Pablo Ibieta ?» Je dis que oui. Le type regarda ses papiers et me dit « Où est Ramon Gris ?» Je ne sais pas. « Vous l'avez caché dans votre maison du 6 au 19 ?» Non. Ils écrivirent un moment et les gardiens me firent sortir. Dans le couloir, Tom et Juan attendaient entre 2 gardiens. Nous nous mîmes en marche. Tom demanda à un des gardiens « Et alors ?»« Quoi ?» dit le gardien. « C'est un interrogatoire ou un jugement ?» ?»« C'était le jugement, » dit le gardien. « Eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire de nous ?» Le gardien répondit sèchement « On vous communiquera la sentence dans vos cellules. » En fait, ce qui nous servait de cellule était une des caves de l'hôpital. Il y faisait terriblement froid à cause des courants d'air. Toute la nuit, nous avions brelotté, et pendant la journée, ça n'avait guère été mieux durant la journée. Les 5 jours précédents, je les avais passés dans un cachot de l'archevêché, une espèce d'oubliette qui devait dater du Moyen-Âge. Comme il y avait beaucoup de prisonniers et peu de place, on les casait n'importe où. Je ne regrettais pas mon cachot, je n'y avais pas souffert du froid, mais j'y étais seul. À la longue, c'est irritant. Dans la cave, j'avais de la compagnie. Juan ne parlait guère, il avait peur, et puis il était trop jeune pour avoir son mot à dire. Mais Tom était beau parleur, et il savait très bien l'espagnol. Dans la cave, il y avait un banc et 4 paillasses. Quand ils nous eurent ramenés, nous nous assîmes et nous attendîmes en silence. Tom dit au bout d'un moment « Nous sommes foutus ». Je le pense aussi, mais je crois qu'ils ne feront rien aux petits. Vers 8 heures du soir, un commandant entra avec 2 phalangistes. Il avait une feuille de papier à la main. Il demanda au gardien « Comment s'appellent-ils ces 3-là »« Steinbock, Ibieta et Mirbal » dit le gardien. Le commandant mit ses lorgnons et regarda sa liste. « Steinbock. Voilà, vous êtes condamné à mort. Vous serez fusillé demain matin. » Il regarda encore. « Les 2 autres aussi, » dit-il. « C'est pas possible. Moi pas. » Le commandant le regarda d'un air étonné. « Comment vous appelez-vous »« Juan Mirbal. »« Eh bien, votre nom est là, » dit le commandant. « Vous êtes condamné. »« Je n'ai rien fait. » Le commandant haussa les épaules et se tourna vers Tom et moi. « Vous êtes basque ?»« Personne n'est basque. » Il eut l'air agacé. « On m'a dit qu'il y avait 3 basques. Je ne vais pas perdre mon temps à les courir après. Alors, naturellement, vous ne voulez pas de prêtre. » Nous ne répondîmes pas. Il dit « Un médecin belge viendra tout à l'heure. Il a l'autorisation de passer la nuit avec vous. » Il fit le salut militaire et sortit. Il faisait presque nuit. Une lueur terne filtrait à travers les soupiraux et le tas de charbon et faisait une grosse tache sous le ciel. Par le trou du plafond, je voyais déjà une étoile. La nuit serait pure et glacée.
La porte s'ouvrit et 2 gardiens entrèrent. Ils étaient suivis d'un homme blond qui portait un uniforme belge. Il nous salua. « Je suis médecin, dit-il. J'ai l'autorisation de vous assister en ces pénibles circonstances. » Il avait une voix agréable et distinguée. Je lui dis « Qu'est-ce que vous venez faire ici ?»« Je me mets à votre disposition. Je ferai tout mon possible pour que ces quelques heures vous soient moins lourdes. »« Pourquoi êtes-vous venu chez nous ? Il y a d'autres types ? L'hôpital en est plein ? » ?»« On m'a envoyé ici, » répondit-il d'un air vague. « Ah, vous aimeriez fumer, hein ?» ajouta-t-il précipitamment. « J'ai des cigarettes et même des cigares. » Il nous offrit des cigarettes anglaises et des pureaux, mais nous refusâmes. Je lui dis « Vous ne venez pas ici par compassion. D'ailleurs, je vous connais. Je vous ai vu avec des fascistes dans la caserne le jour où on m'a arrêté. » J'allais continuer, mais tout d'un coup, il m'arriva quelque chose qui me surprit. La présence de ce médecin cessa brusquement de m'intéresser. D'ordinaire, quand je suis sur un homme, je ne le lâche pas, et pourtant l'envie de parler me quitta. Je haussai les épaules et je détournai les yeux. Un peu plus tard, je levai la tête, il m'observait d'un air curieux. Les gardiens s'étaient assis sur une paillasse. Pedro, le grand maigre, se tournait les pouces, l'autre agitait de temps en temps la tête pour s'empêcher de dormir. Pedro sortit et revint avec une lampe à pétrole qu'il posa sur le coin du banc. Elle éclairait mal, mais c'était mieux que rien. La veille, on nous avait laissés dans le noir. Je regardais un bon moment le rond de lumière que la lampe faisait au plafond. J'étais fasciné. Et puis, brusquement, je me réveillai. Le rond de lumière s'effaça et je me sentis écrasé sous un poids énorme. Ce n'était pas la pensée de la mort ni la crainte, c'était anonyme. Les pommettes me brûlaient et j'avais mal au crâne. Je me secouais et regardais mes 2 compagnons. Tom avait enfoui sa tête dans ses mains, je ne voyais que sa nuque grasse et blanche. Le petit Juan était de beaucoup le plus mal en point, il avait la bouche ouverte et ses narines tremblaient. Le médecin s'approcha de lui et lui posa la main sur l'épaule comme pour le réconforter, mais ses yeux restaient froids. Puis je vis la main du Belge descendre sournoisement le long du bras de Juan jusqu'au poignet. Juan se laissait faire avec indifférence, le Belge lui prit le poignet entre 3 doigts avec un air distrait, en même temps il recula un peu et s'arrangea pour me tourner le dos. Mais je me penchai en arrière et je vis tirer sa montre et la consulter un instant sans lâcher le poignet du petit. Au bout d'un moment, il laissa retomber la main inerte et alla s'adosser au mur. Puis, comme s'il se rappelait soudain quelque chose de très important qu'il fallait noter sur le champ, il prit un carnet dans sa poche et y inscrivit quelques lignes. Le salaud, qu'il ne vienne pas me tâter le pouls, je lui enverrai mon poing dans sa sale gueule. Il ne vint pas, mais je sentis qu'il me regardait. Je levai la tête et lui rendis son regard. Il me dit d'une voix impersonnelle « Vous ne trouvez pas qu'on grelotte ici ?» Il avait l'air d'avoir froid, il était violet. « Je n'ai pas froid, » lui répondis-je. Il ne cessait pas de me regarder, d'un air dur. Brusquement, je compris et je portai mes mains à ma figure. J'étais trempé de sueur. Dans cette cave, au gros de l'hiver, en plein courant d'air, je suais. Je passai les doigts dans mes cheveux qui étaient feutrés par la transpiration et en même temps je m'aperçus que ma chemise était humide et collait à ma peau. Je ruisselais depuis 1 heure au moins et je n'avais rien senti. Mais ça n'avait pas échappé au cochon de Belge. Il avait vu les gouttes rouler sur mes joues et il avait pensé « c'est la manifestation d'un état de terreur quasi pathologique » et il se sentait normal et fier de l'être parce qu'il avait froid. Le petit Juan parla tout à coup. « Vous êtes médecin ?»« Oui, » dit le Belge. « Est-ce qu'on souffre longtemps ?»« Oh, quand ?»« Mais non, » dit le Belge d'une voix paternelle. « C'est vite fini. » Il avait l'air de rassurer un malade payant. « Mais on m'avait dit qu'il fallait souvent 2 salves. »« Quelquefois, » dit le Belge en hochant la tête. « Il peut se faire que la première salve n'atteigne aucun organe vital. »« Alors, il faut qu'il recharge les fusils et qu'il vise de nouveau ?» Je me levai et je marchai jusqu'au tas de poussier. Tom sursauta et me jeta à gare à naïf. Je l'agaçai parce que mes souliers craquaient. Je vis que je suais aussi. Le ciel était superbe. Nulle lumière ne se glissait dans ce coin sombre et je n'avais qu'à lever la tête pour apercevoir la grande ours. Mais ça n'était plus comme avant. L'avant-veille de mon cachot de l'archevêché, je pouvais voir un grand morceau de ciel et chaque heure du jour me rappelait un avenir différent.
Le matin, quand le ciel était d'un bleu dur et léger, je pensais à des plages au bord de l'Atlantique. À midi, je voyais le soleil et je me rappelais un bar de Séville où je buvais du manzanilla en mangeant des anchois et des olives. À présent, je pouvais regarder en l'air tant que je voulais, le ciel ne m'évoquait plus rien. Je voulais mieux ça. Je revins m'asseoir près de Tom. Un long moment passa. Tom se mit à parler d'une voix basse. Il fallait toujours qu'il parle, sans ça il ne se reconnaissait pas bien dans ses pensées. Je pense que c'est à moi qu'il s'adressait, mais il ne me regardait pas. D'en doute avait-il peur de me voir comme j'étais, gris et suant. Nous étions pareils et pires que des miroirs l'un pour l'autre. Il regardait le Belge, le vivant. « Tu comprends, toi » disait-il. « Moi, je comprends pas. » Je me mis à parler à voix basse. Je regardais le Belge. « Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ?» Il va nous arriver quelque chose que je ne peux pas comprendre. Il y avait une odeur étrange autour de Tom. Je me semblais que j'étais plus sensible aux odeurs qu'à l'ordinaire. Je ricanais. « Tu comprendras tout à l'heure. »« Ce n'est pas clair, » dit-il d'un air obstiné. « Je veux bien avoir du courage, mais il faudrait au moins que je sache. » Tom se mit à parler pour lui-même. Il ne lâchait pas les yeux du Belge. Celui-ci n'avait pas l'air d'écouter. Je savais ce qu'il était venu faire. Ce que nous pensions ne l'intéressait pas. Il était venu regarder nos corps, des corps qui agonisaient tout vivants. « C'est comme dans les cauchemars, » disait Tom. On veut penser à quelque chose, on a tout le temps l'impression que c'est y est, qu'on va comprendre, et puis ça glisse, ça vous échappe, et ça retombe. Je me dis, après, il n'y aura plus rien, mais je ne comprends pas ce que ça veut dire. Au fond, je n'avais pas beaucoup de sympathie pour Tom, et je ne voyais pas pourquoi, sous prétexte que nous allions mourir ensemble, j'aurais dû en avoir davantage. Il y a des types avec lesquels ça aurait été différent, avec Ramon Gris par exemple. Mais entre Tom et Juan, je me sentais seul. D'ailleurs, j'aimais mieux ça. Avec Ramon, je me serais peut-être attendri. Mais j'étais très dur à ce moment-là, et je voulais rester dur. Tom me prit la main, sans me regarder. « Pablo, je me demande si c'est bien vrai qu'on s'anéantit. » Je dégageai ma main, je lui dis « Regarde, entre tes pieds, salaud. » Il y avait une plaque entre ses pieds, et des gouttes tombaient de son pantalon. « Qu'est-ce que c'est » dit-il avec effarement. « Tu pisses dans ta culotte, » je lui dis. « C'est pas vrai, » dit-il furieux. « Je ne pisse pas, je ne sens rien. » Le Belge s'était approché. Il demanda avec une fausse sollicitude. « Vous vous sentez souffrant ?» Tom ne répondit pas. Le Belge regarda la flaque sans rien dire. « Je ne sais pas ce que c'est, » dit Tom d'un ton farouche, « mais je n'ai pas peur. Je vous jure que je n'ai pas peur. » Le Belge ne répondit pas. Tom se leva et alla pisser dans un coin. Il revint en boutonnant sa braguette, se rassit et ne souffla plus mot. Nous le regardions tous les trois parce qu'il était vivant. Il avait les gestes d'un vivant, les soucis d'un vivant. Il grelottait dans cette cave, comme devaient grelotter les vivants. Il avait un corps obéissant et bien nourri. Nous autres, nous ne sentions plus guère nos corps, plus de la même façon en tout cas. Nous étions là, trois ombres privées de sang. Nous le regardions et nous sucions sa vie comme des vampires. Il finit par s'approcher du petit Juan. Voulut-il lui tâter la nuque pour quelque motif professionnel ou bien obéit-il à une impulsion charitable? S'il agit par charité, ce fut la seule et unique fois de toute la nuit. Il caressa le crâne et le cou du petit Juan. Le petit Juan le laissa faire sans le quitter des yeux. Puis, tout à coup, il lui saisit la main et la regarda d'un drôle d'air. Il tenait la main du Belge entre les deux siennes et elle n'avait rien de plaisant, les deux pinces grises qui serraient cette main grasse et rougeaude. Au bout d'un moment, le petit porta la grosse patte rouge à sa bouche et voulut la mordre. Le Belge se dégagea vivement et recula jusqu'au mur en trébuchant. Pendant une seconde, il nous regardait avec horreur. Il devait comprendre tout d'un coup que nous n'étions pas des hommes comme lui. Je me mis à rire et l'un des gardiens sursauta. Je me sentais las et surexcité à la fois. Je ne voulais plus penser à ce qui arriverait à l'aube, à la mort. Ça ne rimait à rien, je ne rencontrais que des mots ou du vide. Mais dès que j'essayais de penser à autre chose, je voyais des canons de fusil braqués sur moi. J'ai peut-être vécu 20 fois de suite mon exécution. Une fois même, j'ai cru que ça y était pour de bon. J'avais dû m'endormir une minute. Si j'avais voulu, je crois que j'aurais pu dormir un moment. Je veillais depuis 48 heures, j'étais à bout. Mais je n'avais pas envie de perdre 2 heures de vie.
Ils seraient venus me réveiller à l'aube, je les aurais suivis, hébétés de sommeil, et j'aurais clamsé sans faire ouf. Je ne voulais pas de ça. Je ne voulais pas mourir comme une bête, je voulais comprendre. Je me levais, je me promenais de long en large, et pour me changer les idées, je me mis à penser à ma vie passée. Une foule de souvenirs me revinrent pêle-mêle. Il y en avait de bons et de mauvais, ou du moins je les appelais comme ça avant. Il y avait des visages et des histoires. Je revis le visage d'un petit novillero qui s'était fait encorner à Valence pendant la feria, celui d'un de mes oncles, celui de Ramon Gris. Je me souvins d'une nuit que j'avais passée sur un banc à Grenade. Je n'avais pas mangé depuis 3 jours, j'étais enragé, je ne voulais pas crever. Ça me fit sourire. Avec quelle âpreté je courais après le bonheur, après les femmes, après la liberté. Pourquoi faire? J'avais voulu libérer l'Espagne, j'admirais P. et Margall, j'avais adhéré au mouvement anarchiste, j'avais parlé dans des réunions publiques. Je prenais tout au sérieux, comme si j'étais immortel. À ce moment-là, j'ai eu l'impression que je tenais toute ma vie devant moi, et je pensais, c'est un sacré mensonge. Elle ne valait rien puisqu'elle était finie. Je me demandais comment j'avais pu me promener et rigoler avec des filles. Je n'aurais mouillé le petit doigt si seulement j'avais imaginé que je mourrais comme ça. Ma vie était devant moi, close, fermée comme un sac. Et pourtant tout ce qu'il y avait dedans était inachevé. Un instant, j'essayais de la juger. J'aurais voulu me dire, c'est une belle vie. Mais on ne peut pas porter de jugement sur elle. C'était une ébauche. J'avais passé mon temps à tirer des traites pour l'éternité. Je n'avais rien compris. Le Belge eut une fameuse idée soudain. Mes amis, je pus me charger, sous réserve que l'administration militaire y consentira, de porter un mot de vous, un souvenir aux gens qui vous aiment. Tom grogna. Je personne. Je ne répondis pas. Tom attendit un moment, puis me considéra avec curiosité. Tu ne fais rien dire à Concha? Non. Je détestais cette complicité tendre. C'était ma faute. J'avais parlé de Concha la nuit précédente. J'aurais dû me retenir. J'étais avec elle depuis 1 an. La veille encore, j'aurais coupé un bras à coups de hache pour la revoir 5 minutes. C'est pour ça que j'en avais parlé. C'était plus fort que moi. À présent, je n'avais plus envie de la revoir. Je n'avais plus rien à lui dire. Je n'aurais même pas voulu la serrer dans mes bras. J'avais horreur de mon corps parce qu'il était devenu gris et qu'il suait, et je n'étais pas sûr de ne pas avoir horreur du sien. Dans l'état où j'étais, si l'on venait m'annoncer que je pouvais rentrer tranquillement chez moi, qu'on me laissait la vie sauve, ça m'aurait laissé froid. Quelques heures ou quelques années d'attente, c'est tout pareil, quand on a perdu l'illusion d'être immortel. Je ne tenais plus à rien dans un sens, j'étais calme, mais c'était un calme horrible, à cause de mon corps. Mon corps, je voyais avec ses yeux, j'entendais avec ses oreilles, mais ça n'était plus moi. Il suait et tremblait tout seul, et je ne le reconnaissais plus. J'avais l'impression d'être lié à une vermine immense. À un moment, je tapais mon pantalon et je sentis qu'il était mouillé de sueur ou d'urine, mais j'allais pisser sur le tas de charbon pour précaution. Le Belge tira sa montre et la regarda. Il dit « Il est 3h30. » Le salaud, il devait avoir fait exprès. Tom sauta en l'air, nous nous étions pas encore aperçus que le temps passait. La nuit nous entourait comme une masse informe et sombre. Le petit Juan se mit à crier. Il se tordait les mains, il suppliait. « Je ne veux pas mourir, je ne veux pas mourir. » Il courut toute la cave en levant les bras en l'air, puis il s'abattit sur une des paillasses et sanglota. Tom le regardait avec des yeux mornes et n'avait même plus envie de le consoler. De fait, ce n'était pas la peine. Le petit faisait plus de bruit que nous, mais il était moins atteint. Il était comme un malade qui se défend contre son mal par de la fièvre. Je me dis, je veux mourir proprement. Tom se leva, il se plaça juste en dessous de l'ouverture ronde et se mit à guetter le jour. Moi, j'étais buté, je voulais mourir proprement et je ne pensais qu'à ça. Mais par en dessous, depuis que le médecin nous avait dit l'heure, je sentais le temps qui filait, qui coulait goutte à goutte. Il faisait encore noir quand j'entendis la voix de Tom. « Tu les entends ?»« Oui. » Des types marchaient dans la cour. Nous entendîmes des coups de fût dans le lointain. « Ça commence, dis-je à Tom. Ils doivent faire ça dans la cour derrière. » Tom demanda au médecin de lui donner une cigarette. Moi, je n'en voulais pas. Je ne voulais ni cigarette ni alcool. À partir de cet instant, ils ne cessèrent pas de tirer. « Tu te rends compte ?» dit Tom. Il voulait ajouter quelque chose, mais il se tut. Il regarda la porte. La porte s'ouvrit.
et un lieutenant entra avec 4 soldats. Tom laissa tomber sa cigarette. « Steinbock ?» Tom ne répondit pas. Ce fut Pedro qui le désigna. « Juan Mirbal ?» « C'est celui qui est sur la paillasse. »« Levez-vous » dit le lieutenant. Juan ne bougea pas. 2 soldats le prirent aux aisselles et le mirent sur ses pieds. Mais dès qu'ils l'eurent lâché, il retomba. Les soldats hésitèrent. « Ce n'est pas le premier qui se trouve mal, » dit le lieutenant. « Vous n'avez qu'à le porter, vous deux. On s'arrangera là-bas. » Il se tourna vers Tom. « Allons, venez. » Tom sortit entre 2 soldats. 2 autres soldats suivaient. Ils portaient le petit par les aisselles et par les jarrets. Il n'était pas évanoui. Il avait les yeux grands ouverts et des larmes coulaient le long de ses joues. Quand je voulus sortir, le lieutenant m'arrêta. « C'est vous, Ibieta ?»« Oui. »« Vous allez attendre ici. On viendra vous chercher tout à l'heure. » Ils sortirent. Le Belge et les 2 geôliers sortirent aussi. Je restai seul. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, mais j'aurais mieux aimé qu'ils en finissent tout de suite. J'entendais les salves à intervalles presque réguliers. À chacune d'elles, je tressaillais. J'avais envie de hurler et de m'arracher les cheveux, mais je serrais les dents et j'enfonçais les mains dans mes poches, parce que je voulus rester propre. Au bout d'1 heure, on vint me chercher, et on me conduisit au 1er étage, dans une petite pièce qui sentait le cigare et dont la chaleur me parut suffocante. Il y avait là 2 officiers qui fumaient, assis dans des fauteuils avec des papiers sur leurs genoux. « Tu t'appelles Ibieta ?»« Oui. »« Où est Ramon Gris ?»« Je ne sais pas. » Celui que m'interrogeait était petit et gros. Il avait des yeux durs derrière ses lorgnons. Il me dit « Approche ». Je m'approchai. Il se leva et me prit par les bras en me regardant d'un air à me faire rentrer sous terre. En même temps, il me pinçait les biceps de toutes ses forces. Ça n'était pas pour me faire mal, c'était le grand jeu, il voulait me dominer. Il jugeait nécessaire aussi de m'envoyer son souffle pourri en pleine figure. Nous restâmes un moment comme ça. Moi, ça me donnait plutôt envie de rire. Ça ne prenait pas. Il me repoussa violemment et se rassit. Il dit « Alors, c'est compris ?»« Je ne sais pas où est Gris, » répondis-je. « Je croyais qu'il était à Madrid. » L'autre officier leva sa main pâle avec indolence. Cette indolence aussi était calculée. Je voyais tout leur petit manège et j'étais stupéfait qu'il se trouvât des hommes pour s'amuser à ça. « Alors, c'est compris ? » « Vous avez 15 minutes pour réfléchir, » dit-il lentement. « Emmenez-le à la lingerie, vous le ramènerez dans 15 minutes. S'il persiste à refuser, on l'exécutera sur le champ. » Dans la lingerie, je m'assis sur un escabeau parce que je me sentais très faible et je me mis à réfléchir, mais pas à leurs propositions. Naturellement, je savais où était Gris. Il se cachait chez ses cousins à 4 kilomètres de la ville. Je savais aussi que je ne révélerais pas sa cachette, sauf s'il me torturait. Tout cela était parfaitement réglé, définitif, et ne m'intéressait nullement. Seulement, j'aurais voulu comprendre les raisons de ma conduite. Je préférais plutôt crever que de livrer Gris. Pourquoi ? Je n'aimais plus Ramon Gris. Mon amitié pour lui était morte un peu avant l'aube, en même temps que mon amour pour Concha, en même temps que mon désir de vivre. Sans doute, je l'estimais toujours, c'était indur, mais ça n'était pas pour cette raison que j'acceptais de mourir à sa place. Sa vie n'avait pas plus de valeur que la mienne. Aucune vie n'avait de valeur. On allait coller un homme contre un mur et lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il en crève. Que ce soit moi ou Gris ou un autre, c'était pareil. Je savais bien qu'il était plus utile que moi à la cause d'Espagne, mais je me foutais d'Espagne et de l'anarchie. C'était de l'obstination. Je pensais, faut être têtu. Et une drôle de gaieté m'envahit. Ils vinrent me chercher et me ramenèrent auprès des 2 officiers. Un rat partit sous nos pieds et ça m'amusa. Je me tournai vers un des phalangistes et je lui dis « Vous avez vu le rat ?» Il ne répondit pas. Il était sombre, il se prenait au sérieux. Moi, j'avais envie de rire, mais je me retenais parce que j'avais peur, si je commençais, de ne plus pouvoir m'arrêter. « Eh bien, dit le gros, tu as réfléchi ?» Je les regardais avec curiosité, comme des insectes d'une espèce très rare. Je leur dis « Je sais où il est. Il est caché dans le cimetière, dans un caveau ou dans la cabane des fossoyeurs. » C'était pour leur faire une farce. Je voulais les voir se lever, boucler leur ceinturon et donner des ordres d'un air affairé. Ils sautèrent sur pied. « Allons-y. Moll, allez demander 15 hommes au lieutenant Lopez. » Ils partirent dans un brouhaha et je restai paisiblement sous la garde des phalangistes. De temps en temps, je souriais parce que je pensais à la tête qu'ils allaient faire.
Je me sentais abruti et malicieux. Je les imaginais, soulevant les pierres tombales, ouvrant une à une les portes des caveaux. Je me représentais la situation comme si j'avais été un autre, ce prisonnier obstiné à faire le héros, ces graves phalangistes avec leurs moustaches et ces hommes en uniforme qui couraient entre les tombes. C'était du comique irrésistible. Au bout d'une heure, on vint me chercher et on me conduisit au premier étage, dans une petite pièce qui sentait le cigare et dont la chaleur me parut suffocante. Il y avait là 2 officiers qui fumaient, assis dans des fauteuils, avec des papiers sur leurs genoux. « Tu t'appelles Ibyata ?»« Oui. »« Où est Ramon Gris ?»« Je ne sais pas. » Celui qui m'interrogeait était petit et gros. Il avait des yeux durs derrière ses lorgnons. Il me dit « Approche ». Je m'approchai. Il se leva et me prit par les bras en me regardant d'un air à me faire rentrer sous terre. En même temps, il me pinçait les biceps de toutes ses forces. Ça n'était pas pour me faire mal, c'était le grand jeu, il voulait me dominer. Il jugeait nécessaire aussi de m'envoyer son souffle pourri en pleine figure. Nous restâmes un moment comme ça. Moi, ça me donnait plutôt envie de rire. Ça ne prenait pas. Il me repoussa violemment et se rassit. Il dit « Alors, c'est compris ?»« Je ne sais pas où est Gris, » répondis-je. Je croyais qu'il était à Madrid. L'autre officier leva sa main pâle avec indolence. Cette indolence aussi était calculée. Je voyais tout leur petit manège et j'étais stupéfait qu'il se trouvât des hommes pour s'amuser à ça. « Alors, c'est compris ? » « Vous avez 15 minutes pour réfléchir, » dit-il lentement. « Emmenez-le à la lingerie, vous le ramènerez dans 15 minutes. S'il persiste à refuser, on l'exécutera sur le champ. » Dans la lingerie, je m'assis sur un escabeau parce que je me sentais très faible et je me mis à réfléchir, mais pas à leur proposition. Naturellement, je savais où était Gris. Il se cachait chez ses cousins à 4 kilomètres de la ville. Je savais aussi que je ne révélerais pas sa cachette, sauf s'il me torturait. Tout cela était parfaitement réglé, définitif, et ne m'intéressait nullement. Seulement, j'aurais voulu comprendre les raisons de ma conduite. Je préférais plutôt crever que de livrer Gris. Pourquoi ? Je n'aimais plus Ramon Gris. Mon amitié pour lui était morte un peu avant l'aube, en même temps que mon amour pour Kuncha, en même temps que mon désir de vivre. Sans doute, je l'estimais toujours, c'était indur, mais ça n'était pas pour cette raison que j'acceptais de mourir à sa place. Sa vie n'avait pas plus de valeur que la mienne, n'aucune vie n'avait de valeur. On allait coller un homme contre un mur et lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il en crève. Que ce soit moi ou Gris ou un autre, c'était pareil. Je savais bien qu'il était plus utile que moi à la cause d'Espagne, mais je me foutais d'Espagne et de l'anarchie. C'était de l'obstination. Je pensais, faut être têtu, et une drôle de gaieté m'envahit. Ils vinrent me chercher et me ramenèrent auprès des 2 officiers. Un rat partit sous mon pied et ça m'amusa. Je me tournai vers un des phalangistes et je lui dis « Vous avez vu le rat ?» Il ne répondait pas. Il était sombre, il se prenait au sérieux. Moi, j'avais envie de rire, mais je me retenais parce que j'avais peur, si je commençais, de ne plus pouvoir m'arrêter. « Eh bien, dit le gros, tu as réfléchi ?» Je les regardais avec curiosité, comme des insectes d'une espèce très rare. Je leur dis « Je sais où il est. Il est caché dans le cimetière, dans un caveau ou dans la cabane des fossoyeurs. » C'était pour leur faire une farce. Je voulais les voir se lever, boucler leur ceinturon et donner des ordres d'un air affairé. Ils sautèrent sur pied. « Allons-y. Molle, allez demander 15 hommes au lieutenant Lopez. » Ils partirent dans un brouhaha et je restais paisiblement sous la garde des phalangistes. De temps en temps, je souriais parce que je pensais à la tête qu'ils allaient faire. Je me sentais abruti et malicieux. Je les imaginais, soulevant les pierres tombales, ouvrant une à une les portes des caveaux. Je me représentais la situation comme si j'avais été un autre, ce prisonnier obstiné à faire le héros, ces graves phalangistes avec leurs moustaches et ces hommes en uniforme qui couraient entre les tombes. C'était du comique irrésistible. Au bout d'une heure, on vint me chercher et on me conduisit au premier étage dans une petite pièce qui sentait le cigare et dont la chaleur me parut suffocante. Il y avait là 2 officiers qui fumaient, assis dans des fauteuils avec des papiers sur leurs genoux. « Tu t'appelles Ibyeta ?»« Oui. »« Où est Ramon Gris ?»« Je ne sais pas. » Celui qui m'interrogeait était petit et gros. Il avait des yeux durs derrière ses lorgnons. Il me dit « Approche ». Je m'approchai.
Il se leva et me prit par les bras en me regardant d'un air à me faire rentrer sous terre. En même temps, il me pinçait les biceps de toutes ses forces. Ça n'était pas pour me faire mal, c'était le grand jeu, il voulait me dominer. Il jugeait nécessaire aussi de m'envoyer son souffle pourri en pleine figure. Nous restâmes un moment comme ça. Moi, ça me donnait plutôt envie de rire. Ça ne prenait pas. Il me repoussa violemment et se rassit. Il dit « Alors, c'est compris ?» « Je ne sais pas où est Gris, » répondis-je. Je croyais qu'il était à Madrid. L'autre officier leva sa main pâle avec indolence. Cette indolence aussi était calculée. Je voyais tout leur petit manège et j'étais stupéfait qu'il se trouvât des hommes pour s'amuser à ça. « Alors, c'est compris ? Vous avez 15 minutes pour réfléchir, dit-il lentement. Emmenez-le à la lingerie, vous le ramènerez dans 15 minutes. S'il persiste à refuser, on l'exécutera sur le champ. Dans la lingerie,